Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle de rencontrer les gens, du syndrome de l'imposteur, de poésie intérieure, de ne pas tordre son travail, d'être intéressé par son sujet, de faire un portrait plutôt qu'une belle image, d'être créatif dans la contrainte, de voir la beauté partout, d'oser dire « moi j'aime pas parce que », de féminisme positif, de s'autoriser à faire, d'écouter son enfant intérieur, mais surtout, on va voir en quoi être bavarde est un énorme atout dans la vie. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Amélie Marzouk. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que quand j'ai écrit, tu vois, on avait cette discussion sur le fait qu'il n'y avait pas eu beaucoup de filles dans le podcast dernièrement. J'ai écrit sur un photographe alors que c'est sur une photographe. D'habitude, je fais très attention à ça. Et franchement, désolé, mais j'ai fait attention. Je me suis bien rattrapé, je trouve. Si je ne l'avais pas dit, on s'en serait pas rendu compte. J'ai pas fait attention. J'étais concentrée sur ce que je devais dire. C'est pas grave. Bonjour Amélie. Bonjour Julien. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Tu connais la première question, c'est l'elevator pitch. Tu rentres dans l'ascenseur, Steve Jobs se glisse avec toi dans l'ascenseur et il te demande ce que tu fais dans la boîte et tu as 3 minutes pour lui expliquer qui tu es, 3 étages, pardon, pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis ? Alors je lui dis, hello Steve, alors moi c'est Amélie, je suis portraitiste depuis, je crois, mes 15 ans. Avec ma première série de portraits réalisée au Maroc lors d'un voyage avec mes parents. Et mon plus grand kiff dans la vie, c'est les gens. Et je crois que c'est pour ça que je fais des portraits et que depuis, je ne me suis plus arrêtée. Et en vrai, j'aurais adoré réaliser ton portrait. Dommage qu'on se soit loupé. Première série de portraits au Maroc à 15 ans. Oui. Tu as parlé aux gens dans la rue ? J'ai parlé aux gens. Et en fait, je crois que dans ces portraits, j'avais envie de retranscrire toute l'ambiance et toute l'humanité de ce pays avec les couleurs, les odeurs, des sensations, les matières. Enfin, c'est vraiment, j'ai encore ces photos aujourd'hui, je les regarde souvent et je me dis que c'était vraiment un choc photographique. Ouais. Les gens puis les Marocains sont plutôt sympas en plus, donc assez étonnamment facile d'accès pour les Parisiens qu'on est aujourd'hui, où on n'a pas forcément l'habitude d'autant de bienveillance dans la rue. C'est ça, il y a des vraies connexions. Et puis mon père faisait beaucoup de photos. Donc j'avais déjà cet attrait pour la photo qui était assez fort. Et vraiment, j'ai eu une expérience presque initiatique. Non mais c'est marrant à 15 ans d'avoir l'assurance d'aller parler aux gens dans la rue comme ça pour faire des portraits, quoi. Alors moi, je suis une vraie bavarde depuis toute petite. Et ça a longtemps été un défaut qu'on m'a reproché. Et je pense qu'aujourd'hui, dans mon métier de portraitiste, c'est essentiel. C'est une vraie qualité. Tu as réussi à en faire une force. Exactement. Alors après, je sais être bavarde quand il faut et me taire quand il faut. Mais je pense que c'est une vraie qualité dans mon métier. C'est marrant comme tous les trucs qu'on essaie de te faire rentrer dans un moule quand t'es petite. De la petite fille parfaite qui se comporte bien, qui est exactement ce qu'on attend. Et puis finalement, tu te rends compte que tous les trucs qu'on te reprochait à l'époque, finalement, c'est devenu tes forces aujourd'hui. C'est ça. Et puis en fait, j'étais quand même bonne à l'école, donc j'arrivais à compenser avec des bonnes notes. D'accord. C'est intéressant et c'est important de le noter en tout cas. Je me suis noté dans mes petites notes pour préparer l'épisode que donc, tu es photographe essentiellement de portraits, que tu as un studio à Paris, que tu es italienne inspirée par Almodovar. C'est répété au moins 3 ou 4 fois sur les différents sites sur lesquels j'étais trouvé sur Internet. Oui, parce qu'en fait, quand on se lance en photographie, on ne se pose pas forcément les questions du pourquoi. Et à travers différentes conférences, j'ai fini par me poser la question moi-même pour expliquer pourquoi j'aimais tant les portraits. Et depuis toute petite, en fait, je réalise que j'ai toujours été fascinée par l'humain, par les gens. Et que petite, je m'asseyais souvent sur un banc pour regarder les gens passer dans la rue et imaginer leur histoire. Okay. Et donc, c'est vrai que je suis la génération Almodovar où j'ai été bercée par des films avec des personnages un peu fantasmagoriques, avec des traits de personnalité très saillants. Et je suis aussi j'ai été aussi beaucoup inspirée par la danse. J'ai fait beaucoup de danse. Je devais rentrer à l'Opéra de Paris, ça s'est pas fait. Et je pense aujourd'hui que dans mon travail, il y a beaucoup de mise en lumière des gens avec une lumière un peu comme une poursuite sur une scène. Je ne sais pas si tu as déjà vu le Boléro de Ravel de Béjart. Non. Et en fait, il y a une scène rouge avec une poursuite de lumière, avec des jeux, avec du mouvement et du positionnement. Et aujourd'hui, quand je mets en valeur les gens, je pense que je chorégraphie aussi leurs mouvements. J'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps.
Ok, on va en parler un petit peu plus loin. Je me suis noté que tu étais assez engagé, en tout cas sur les domaines qui t'intéressent. On va y revenir un petit peu plus tard, mais si tu veux déjà dire un petit mot dessus. Je pense que c'est lié à ma personnalité, que je suis quelqu'un de très entier et que quand je fais les choses, je les fais à fond avec tout le cœur que j'ai, toute l'émotion que je peux y mettre et toute la sincérité que je peux y mettre. Et oui, j'ai depuis 2 ans vraiment un engagement pour porter le travail des femmes artistes. Alors malheureusement, j'ai pas toujours le temps d'y consacrer assez d'énergie. Mais en réalisant des travaux personnels, je me suis rendu compte que les femmes, des fois, étaient dans l'empêchement, souvent à cause d'elles-mêmes, pas à cause des autres, et que du coup, j'avais envie de les aider, de les accompagner, de les mettre en lumière. D'accord, c'est une bonne qualité. Je crois que c'est un trait qu'on a en commun, un trait de caractère qu'on a en commun. C'est plutôt d'avancer, c'est-à-dire de ne pas forcément se poser la question de est-ce que je peux le faire, est-ce que j'ai le droit de le faire, mais de le faire, complètement. Je crois que ça fait pas très longtemps que je m'autorise ça, c'est sûrement depuis le premier confinement. Parce qu'avant, j'avais déjà le syndrome de l'imposteur, comme beaucoup de photographes. Et aujourd'hui, je crois que j'ai réalisé avec le confinement que je fais les choses avant tout pour moi, plutôt que de me dire qu'est-ce que les autres vont en penser. C'est une bonne manière de voir les choses. Et on en a parlé un petit peu avant, mais il y a un article qui va arriver sur le blog sur le syndrome de l'imposteur. Parce que moi, j'ai cette chance de ne pas le vivre, en tout cas de ne pas le vivre comme tout le monde, parce que je ne vois pas forcément le monde et le travail comme tout le monde. Et du coup, on va en parler un petit peu plus loin. Et je développerai tout ça dans un article du blog, dans l'œil du photographe. Donc je vous rappelle que le blog existe. Je ne lui ai pas donné beaucoup d'amour ces derniers temps, mais il existe. Et le but du jeu, c'est d'avoir des articles de plus en plus intéressants et de continuer à creuser tout ce qu'on dit sur le podcast, dans le blog, justement pour aller un petit peu plus loin sur certains sujets beaucoup plus pointus. On va attaquer ta philosophie photo. C'est qui tes influences? C'est quoi tes photographes? Est-ce que tu as des livres? Est-ce que tu as des photos préférées? Des choses qui ressortent dans ta formation? Alors dans les influences, au-delà de la photo, avec des portraitistes que j'adore, comme Irving Penn et Bettina Reims, j'ai été beaucoup influencée, comme je l'ai dit juste avant, par Almodovar. Je trouve que dans la mise en scène, dans les couleurs, dans les cadrages. Et j'aime beaucoup aussi en peinture Pierre Soulages et Caravage, l'influence du clair-obscur italienne. Et c'est ce qu'on retrouve pas mal dans mes portraits, en tout cas sur fond noir, où vraiment je pense comme Pierre Soulages qu'il y a de la lumière dans la matière. D'accord. Et que le clair-obscur est une façon de valoriser mes sujets. D'accord. Et donc j'ai vraiment ces influences-là. Et après, effectivement, je te dis en portrait, j'aime beaucoup Helmut Newton, Irving Penn, des grands portraitistes. Les grands portraitistes, les bonnes influences. Voilà, et qui te permettent de toujours te dépasser en te disant je vais essayer un jour d'arriver à leur niveau. C'est un bel exemple à suivre. Si je te demande ce qui te fait déclencher. Alors je ne sais pas si je vais être très originale, mais je pense que c'est l'émotion et la poésie du moment. J'ai vraiment... je ne sais pas, je me posais la question l'autre jour si les acteurs et les chanteurs ont la même chose que les photographes. Mais je pense qu'à travers nos photos, que ce soit des portraits ou du paysage, on partage notre poésie intérieure et notre vision du monde. Donc après, les artistes chanteurs, ils l'expriment d'une autre façon, d'une autre sensibilité. Mais moi, c'est comme si je partageais avec les gens qui voient mes photos, comment moi je vois le monde. Et je peux m'émerveiller d'une petite fleur qui s'envole avec le vent. Enfin, vraiment des choses assez poétiques. D'accord. Donc, quand tu fais un portrait, en fait, même si c'est le portrait de quelqu'un d'autre, tu veux dire qu'il y a un petit bout de toi quelque part, un petit bout de ta poésie intérieure qui fait partie d'eux? Je pense, et je sais que moi, par exemple, qui suis très souriante, j'ai beaucoup plus de mal à faire des portraits de gens un peu réservés et plus intérieurs parce que c'est pas un bout de moi et que du coup je me contrains à le faire parce que je respecte la personnalité de chacun, mais c'est beaucoup plus facile d'avoir le même rayonnement solaire, la même vibration. Ouais. Et souvent les gens qui viennent me voir sont dans la même vibration, il n'y a pas de hasard. Oui, de toute façon, ton travail attire un certain type de personnes. C'est un débat qu'on peut avoir avec pas mal de monde, mais en ce moment ça sort beaucoup, c'est ce côté, si tu essaies de plaire à tout le monde, finalement tu vas plaire à personne. Du coup, toi, tu as carrément assumé ce côté de ta personnalité. C'est ce qui fait que les gens, finalement, qui te ressemblent, vont venir vers toi? Je pense et j'essaye d'être... Avant, je n'osais pas. Pareil, je me disais qu'il faut ressembler à tout le monde pour plaire. Et je me rends compte que plus je suis alignée et plus je fais ce que j'aime et plus j'attire des personnes déjà qui sont alignées avec moi et qui viennent pour ce que je suis et ce que je propose. Et on m'a longtemps, par exemple, dit que le fond noir, souvent, c'était plutôt réservé du noir et blanc, type parcours, et que j'avais un éclairage qui n'était pas forcément académique, avec le contre-champ, l'éclairage, comment on appelle ça, éclairer le fond. Ouais.
Et je me suis longtemps dit que j'étais pas une bonne photographe pour ça, et en fait les gens viennent me voir pour ça. Et du coup, depuis que je fais ça, je pense que c'est ma façon de faire, et même si elle n'est pas académique, c'est vraiment ma façon de travailler que j'aime. C'est marrant parce que c'est de l'art en fait, donc ça veut dire que c'est à toi de choisir ce que tu dois faire. Il y a toujours quelqu'un pour t'expliquer que c'est pas la bonne manière de faire. Je corresponds pas aux critères, tu vois, pour le portraitiste de France, choses comme ça. Ouais. Et je me suis longtemps posé la question de me dire, je vais tordre un peu mon travail pour rentrer dans les cases, et en fait, j'ai pas envie. J'ai plus envie de rentrer dans les cases. À 41 ans, c'est fini, je crois. Tu vois, avec Pauline Petit qui est passée il y a ça commence à faire quelques épisodes quand même dans le podcast. Elle n'a pas tordu son travail. Et finalement, c'est en refusant de le tordre qu'elle a réussi à s'imposer. Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'entre le moment où moi je l'ai rencontrée, Pauline, et maintenant... Enfin, elle a explosé. Elle était déjà sur une sacrée trajectoire au moment où moi je l'ai interviewée. Mais là, elle a passé un cap. Je veux dire, c'est ce moment où les gens viennent carrément te chercher, parce que j'ai l'impression qu'elle est même plus en train d'essayer de faire sa promotion. Maintenant, c'est les gens qui viennent vers elle. Elle est restée fidèle à son idée, et du coup, ça lui a plutôt bien réussi. Tu parlais d'une passion pour les gens. Moi, aujourd'hui, c'est un de mes questionnements. C'est marrant, comme ça résonne en fait avec quand j'invite quelqu'un. Souvent, il y a une question que je me pose, et finalement, tu es peut-être la personne idéale pour répondre à cette question aujourd'hui. En ce moment, moi, la question que je me pose beaucoup, c'est est-ce qu'on utilise la photo pour parler d'un sujet, ou est-ce qu'on utilise un sujet pour faire de la photo, et quelle différence en fait ça fait dans le résultat final? Alors, je me suis aussi longtemps posé la question, et je crois qu'aujourd'hui, j'ai ma réponse. Ça n'engage que moi. Je m'en suis encore plus rendu compte pendant le confinement. Je réalise des portraits. C'est un prétexte pour rencontrer des gens. C'est-à-dire que je pourrais... moi, j'ai commencé par des études de psychologie. J'ai toujours été vraiment fascinée par l'humain. J'ai poursuivi par de la com. Et aujourd'hui, dans mes portraits, je pense que j'allie ma passion pour la psychologie de l'humain, la communication, le personal branding, et l'humain vraiment dans toute sa dimension, et que pendant le confinement, j'ai pas pu rencontrer les gens, et j'étais vraiment très malheureuse de ça, presque en manque, et que chaque rencontre pour moi est comme découvrir un livre avec une histoire. Ouais. Et que mon prétexte, c'est je fais des photos pour rencontrer des gens. D'accord, donc la photo est un outil pour rencontrer des gens, voilà. Et tu fais pas de la photo pour faire de la photo. Non, vraiment, je pense que je pourrais utiliser, je te dis, je pourrais peindre des gens, je sais pas peindre, mais mon amour des gens est plus fort que l'amour de la photo. Et je pense que vraiment la photo est un prétexte. Ouais, parce que des fois j'ai l'impression, tu regardes certaines personnes travailler, tu vois... qui veulent être photographes, mais qui ne savent pas trop de quoi. En fait, ils veulent juste le prestige de l'appareil photo et du métier, mais que finalement... Et je pense que c'est ce que j'avais prévu comme question derrière. Tu vois, à un moment, j'ai vu une interview de toi où tu dis qu'il est rare qu'on prenne le temps d'écouter les gens vraiment. Et je ne sais pas si tu connais Sean Tucker. Non. C'est un photographe anglais qui a sorti un livre qui est extraordinaire. D'ailleurs, je mettrai le lien dans les notes d'épisode, qui s'appelle The Meaning in the Making. Pour te résumer le truc, il doit avoir une quarantaine d'années. C'est un ancien séminariste qui se destinait à devenir prêtre, mais qui était un tout petit peu trop progressiste en termes d'idées pour qu'on le tolère dans ce milieu-là, qui s'est reconverti dans la photographie, et qui, dans ce livre, justement, parle à un moment de portraits qu'il avait été faire dans un pays africain, où il a vécu longtemps en Afrique. Il est retourné dans un pays africain pour faire des portraits. Il les a fait imprimer, tirer en grand pour chez lui. Et l'imprimeur chez qui il a été, c'était un des imprimeurs des grands photographes. En fait, il s'est fait ce plaisir. Et quand il récupère les photos, il lui dit qu'est-ce que t'en penses? Il dit c'est des jolies photos techniquement, mais ça me parle pas. Et justement, donc lui disait en fait que il a été faire des photos. Il s'est pas intéressé à ces sujets, et que c'était ça la différence. Donc ma question est là en fait. Est-ce que tu penses que pour faire un vrai beau portrait, il faut écouter les gens, et que c'est ça la différence entre un beau portrait et une image? C'est ma vision en tout cas, et je sais que les gens me connaissent beaucoup pour mes portraits studio, mais je fais aussi beaucoup de portraits hors studio, je sais pas comment on peut dire, dans un autre contexte. Ouais. Et ma question avant d'aller photographier ces gens-là, c'est toujours de me dire qu'est-ce que c'est leur histoire, pourquoi ils sont là, où est-ce qu'ils vont, et qu'est-ce que je vais pouvoir raconter avec eux. J'ai de la curiosité en fait des gens, même les gens qui viennent en portrait pour du corporate. On échange beaucoup avant la séance pour voir quelle est leur vision, quelle est leur intention. Est-ce qu'ils sont là pour faire un arrêt sur image sur eux-mêmes, pour avancer, Et les gens qui viennent me voir pour des portraits viennent rarement dans des moments de vie anodins. Ouais.
soit ils ont une évolution de carrière, ils ont un divorce, ils sortent d'un cancer. Enfin, c'est rarement juste pour une photo. C'est une étape de vie, quoi. Exactement. Alors, on va parler un petit peu plus loin du fait que tu as beaucoup plus mis en avant les portraits sur fond noir que le reste de ton travail. Mais du coup, ça me fait me poser une question. C'est est-ce que justement le fait que les portraits soient toujours dans des conditions techniques relativement similaires, c'est pas ça qui t'oblige justement à t'intéresser au sujet? Parce que sinon, c'est toujours la même photo, en fait. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, t'es pas le seul à me la poser, et je pense que cette contrainte technique, comme Harcourt, je n'ai pas du tout la prétention de faire des photos comme Harcourt, mais c'est de me dire, quel que soit le fond qui est toujours le même, la lumière qui est toujours la même, comment je vais chercher justement à faire ressortir la personnalité et rendre ce portrait unique. Dans un cadre, tu sais, on parle de contraintes photographiques des fois, et c'est souvent dans la contrainte qu'on va chercher d'autres choses. Bien d'accord. Et vraiment avec ce set-là, aussi, je me pose pas la question comme d'autres photographes qui vont dire je vais changer de fond, moi je suis vraiment dans le déroulé de qu'est-ce que je vais aller chercher chez la personne. Et souvent, des fois, les personnes se voient en photo en me disant je me reconnais vraiment, mais en plus, j'avais pas vu cette facette de ma personnalité. Je vais aller chercher quelque chose de différent des fois. D'accord, donc en t'économisant la mise en scène, en fait, en te contraignant en tout cas dans la mise en scène, ça t'oblige à aller chercher la vraie personne qui est derrière, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu maîtrises totalement ton environnement. Et du coup, tu peux te concentrer à 100% sur la personne qui est assise en face de toi. Exactement. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé le corporate un peu par hasard quand j'ai ouvert le studio, mon premier studio dans le 16e, en me disant que ça allait remplir un petit peu les semaines. Et j'ai découvert ces rencontres en one-to-one. Avant, je faisais beaucoup de famille et j'ai vraiment encore plus profité de la rencontre avec l'autre plutôt qu'une famille où c'est pas les mêmes échanges, c'est pas la même profondeur dans les échanges. J'ai noté en préparant, on a un petit peu abordé le sujet tout à l'heure, mais j'ai noté en préparant l'interview que tu parlais assez régulièrement de poésie intérieure. Et à un moment, tu parles même d'esprit vagabond. Pareil, j'ai découvert ça, je pense, pendant le premier confinement, où pendant longtemps, je me suis dit, il faut faire des photos comme les gens, il faut être... En fait, ma sœur est une artiste dans la famille, et pendant longtemps, moi, j'ai fait de la danse, et on me disait, c'est ta sœur qui est l'artiste dans la famille. Donc, je pensais que j'avais pas de choses intéressantes à dire ou à partager, et j'ai réalisé que tout le monde avait sa poésie intérieure, et c'est quelque chose qui me porte beaucoup, même dans mes portraits, que ce soit en studio ou en extérieur, parce que je me dis que chaque personne sur Terre a quelque chose à apporter avec sa vision, son histoire et ses ressentis, ses émotions. Et c'est ça que j'appelle la poésie intérieure. Et je pense que c'est très important de s'écouter et de... Je vais donner un exemple. J'ai amené ma fille à la danse mercredi matin. Ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas fait de danse. Et je l'ai vue dans son petit tutu et je me suis revue, moi, petite. Et j'ai les larmes qui me sont montées. Et avant, je me serais dit, c'est complètement ridicule d'être émue par quelque chose comme ça, alors que maintenant, je laisse venir et je me dis, c'est ça qui fait tout ce que je suis et tout ce que je transmets dans mes portraits, je pense. C'est marrant comme on peut se bloquer sur quelque chose qu'on t'a dit. J'ai toujours cet exemple qui me revient, mais moi, quand j'étais jeune, j'étais persuadé que j'étais nul en maths. Et les quelques années où j'ai eu des excellents professeurs qui arrivaient à m'intéresser au sujet, c'était des années où j'avais 19 sur 20 tout le temps. Et le reste du temps, en fait, comme j'avais décidé que j'étais nul en maths, je faisais pas d'efforts. Et du coup, j'étais effectivement nul en maths de la même manière. Il y a un piano derrière toi. Pendant des années, je me suis persuadé que j'étais pas bon au piano. Et du coup, j'ai jamais réellement fait l'effort d'apprendre le piano alors qu'en fait, aujourd'hui, j'adorerais savoir en faire. Est-ce qu'on peut te dire à un moment sans réfléchir, parce que c'est souvent un parent, un oncle, une tante qui va te dire, oui, ta sœur, c'est l'artiste de la famille, donc ça implique que toi, t'es pas l'artiste, en fait. Tu peux pas, il n'y a pas de place, aucune légitimité, il n'y a pas la place de t'exprimer. En fait, ça t'a paralysé pendant longtemps. Pendant longtemps, parce que du coup, en plus, chacun a son histoire familiale, mais j'étais l'aînée, enfin je suis toujours l'aînée, d'une famille de 3 enfants, et donc j'avais le rôle de la petite fille sage à l'école, un peu bavarde, mais ça passait, qui faisait de la danse classique, qui était une petite fille appliquée, concentrée, et qui se devait d'avoir un CDI, de rassurer ses parents. Donc après la psycho, j'ai fait de la com, et j'ai fini par rentrer dans les assurances avec un gros poste en CDI. Et donc là, tout le monde était hyper content, parce que j'avais un gros poste, parce que j'avais une belle carrière devant moi, et que les assurances, c'est le Graal. Enfin, tu peux pas être mieux placé. Et donc, je me suis tordue comme ça pendant des années, intérieurement, sans m'en rendre compte, jusqu'au jour où on m'a dit que je serais jamais maman. Et que là, je me suis dit, non, mais je me suis réveillée un matin en me disant, je veux être photographe. Parce qu'en fait, à 18 ans, j'avais dit à mes parents, je veux être photographe. Et on m'a dit, non, tu peux pas être une artiste, parce que ta sœur, sous-entendu, en est déjà une. Et tu vas faire des vraies études, et puis c'est trop compliqué, photographe, c'est pas un métier. Donc, elle fait quoi, ta sœur, aujourd'hui ? Elle peint. D'accord. Elle a toujours été dans le... Elle est jamais rentrée dans la case.
Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. Ça a été compliqué pour moi de dire à mes parents, finalement, moi aussi, je suis une artiste et je vais me battre pour prouver à tout le monde que je vais en vivre. Ouais. Et donc, c'est ça qui m'a fait avancer aussi, qui a été mon moteur pour me dire, je veux pas juste être une artiste, je veux prouver à la terre entière que je peux en vivre comme dans les assurances. Et ta sœur, elle va pas finir assureur Non, je crois pas, non. C'est bon, c'est une vraie artiste. Mais j'ai eu du mal à avoir cette légitimité dans la famille et aujourd'hui, on me dit, t'as bien fait, mais ça a été compliqué de m'imposer. Ouais. Ça a été, et je pense qu'aussi, c'est une maturité et un chemin sur soi. Et j'ai fini par tomber enceinte quand je me suis lancée, forcément, comme toutes les histoires. Normal. Et aujourd'hui, je pense que là aussi ce qui me permet de réussir et d'avancer, c'est de vraiment être à ma place et de m'écouter. J'ai longtemps essayé de faire, par exemple, des bébés, tu sais, emmaillotés, comme Mathilde Magnier. Et en fait, j'aimais pas ça. Et je me disais, oui, mais ça marche, il faut faire ça. Et en fait, t'es jamais bon quand tu fais quelque chose que t'aimes pas. C'est quand tu veux absolument faire de la photo sans avoir ton sujet. C'est la question qu'on se posait avant. Il y a plein de photographes où tu dis, ils veulent faire tout. Et ce que je comprends, parce que tu dis, il faut que je gagne de l'argent, je vais faire du mariage, du bébé. Et en fait, on n'est jamais aussi bon quand on fait ce qu'on aime. C'est clair. C'était la question précédente, donc finalement on y est revenu. Je parlais d'esprit vagabond aussi parce que je t'ai raconté ça avant d'enregistrer, mais un jour je me promenais dans la rue et je vois Édouard Baird qui est certainement un de mes modèles, en tout cas en termes de poésie et d'être capable de ressortir des tonnes et des tonnes de choses. Et en fait, je croise Édouard Baird dans la rue en train de flâner, la tête levée, en train de regarder vraiment tout ce qu'il y a autour de lui, sans but. Enfin, tu vois clairement que c'est pas... Il est vraiment sorti se vider la tête, quoi. Et je pense que c'est ça aussi l'esprit vagabond, c'est d'être ouvert à tout ce qui va se présenter à toi et de le laisser rentrer. Et finalement, c'est peut-être ce que je cherche moi quand je fais de la street ou quand je vais sortir simplement faire du vélo. C'est peut-être justement de laisser l'inspiration venir. Des fois, on a besoin de ça. Et c'est dans ces moments-là, souvent, je pense qu'on développe le plus de créativité. Et j'invite tous les gens qui nous écoutent à faire l'exercice une fois, de s'asseoir sur un banc et de regarder les gens passer, parce que surtout à Paris, on est toujours en train de courir, moi la première, de ne pas prendre le temps. Et je pense que tu vois, quand les cafés étaient fermés pendant si longtemps, l'année dernière, de novembre à mai, c'était pas le fait d'aller au café, de boire un café, d'aller au resto, mais c'est ce qui manquait le plus, parce que moi j'adore m'asseoir sur une terrasse de café et regarder les gens passer. Et comme tu disais l'autre jour dans un autre épisode, que quand tu t'arrêtes dans un parc et que tu restes un moment, tu vois que c'est toujours les mêmes gens qui passent. Et tu vois la vie de quartier, tu vois les gens et tu vois les interactions. Et moi, j'écris pas des livres et je fais pas de films, mais je pense que les acteurs et les réalisateurs s'inspirent beaucoup d'éléments de la vie quotidienne comme ça, et d'une petite mamie qui va donner du pain à un pigeon. Enfin, en fait, on peut voir de la beauté partout, et je pense que ça nous nourrit beaucoup, qu'on soit photographe ou comptable. Je pense que ça s'entretient, en fait. C'est un peu comme une gymnastique de dire, on s'autorise à se laisser vagabonder pour... C'est ce qui donne de la vie aux œuvres, en fait, je pense. Même si tu t'en rends pas compte forcément au moment où tu le fais, mais c'est des choses que tu as absorbées, en fait, et que tu vas voir revenir, en fait, de temps en temps et ponctuellement. Et que tu vas retranscrire à ta manière. Chansons, mais que tu vas intégrer, ou avec ton enfant, parce que moi, je vois avec ma fille qui a 5 ans, je l'emmène au musée. Alors, elle est encore un peu petite, mais des fois, je lui dis, par exemple, dans les photos, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Et je me dis, il faut éduquer l'œil et autoriser l'autre à se dire, moi, j'aime pas parce que... il y a des auteurs et des peintres que j'aime pas du tout, qui sont très renommés. Et j'ai le droit de pas aimer, en fait, c'est ma sensibilité. Oui, c'est pas essayer de faire de ton enfant une miniature de toi aussi. Non, exactement, et de me dire, j'essaye en tout cas d'entretenir et de nourrir sa singularité. Alors par contre, je profite de ça parce que j'ai réalisé ça il y a pas longtemps et c'est assez important de le savoir. La plupart des expos photos font des parcours pour les enfants. Ah, génial. Il y a Viviane Maillard en ce moment au Jardin du Luxembourg. Je vais y aller après. C'est apparemment... alors, je ne sais pas qui a fait le timing, parce que samedi matin à 9h30 pour des enfants de 3 ans, je trouve que c'est un petit peu idiot en termes d'horaire. Mais en l'occurrence, il y a une visite pour les enfants de 3 à 5 ans, le samedi matin à 9h30, pour découvrir certains aspects. Il y a ça dans tous les musées, ça je l'ai découvert il n'y a pas extrêmement longtemps. Mais pour que les enfants puissent découvrir les œuvres à leur niveau, à leur rythme, avec des choses qui vont les intéresser eux, c'est-à-dire qu'on va leur parler sur un peintre de l'utilisation de la couleur ou des choses comme ça. Et c'est pour tous les parents en fait qui voudraient intéresser leurs enfants à l'art. Moi, j'ai fait cette erreur d'emmener ma fille de 5 ans dans des expos photos avec moi, avec mon regard, à essayer de lui expliquer moi ce que je voyais. Ah oui, moi j'essaie de lui demander ce qu'elle voit. Ouais. Et petite, mon père qui était passionné de photos, on avait énormément de livres photos à la maison, et je me rappelle qu'ils étaient dans des bibliothèques à même le sol. Ouais. Et donc je les attrapais et je les feuilletais.
Et j'ai vu ma fille faire pareil l'autre jour. Nous, les livres photos, ils sont sur les tables basses. Et elle m'a dit, je vais regarder. Et est-ce qu'elle comprend, qu'est-ce qu'elle comprend pas? Mais je trouve que d'éduquer ses enfants, en tout cas, à cette ouverture de la poésie, que ça soit la danse, que ça soit la musique, que ça soit la peinture ou la photo, pour moi, en tout cas, c'est important. C'est hyper important, mais c'est vrai qu'il faut aussi comprendre qu'ils ne voient pas la même chose que nous. Et c'est un petit peu pour ça que je parlais de ça, justement. C'est vraiment un aparté qui n'a rien à voir, mais déjà, ils n'ont pas la même hauteur, ouais. Ils n'ont pas comment on perçoit une photo, c'est peut-être l'expérience de notre vie aussi des émotions ressenties comme dans un film. Mais déjà, il faut arriver à les y intéresser. Et voilà, en tout cas, ça existe. Et c'est quelque chose que moi, je commence à faire beaucoup justement avec les miens parce que je veux leur montrer. Déjà, j'aimerais bien qu'ils s'intéressent à la photo. J'ai essayé de leur mettre un appareil photo dans les mains avec des résultats divers et variés. Mais en tout cas, d'ailleurs, c'est très rigolo parce que tu vois, j'ai offert à ma fille un petit Instax. Donc, c'est les nouveaux Polaroid. Et je me suis rendu compte qu'elle photographiait ce qui était dans sa vie. Donc, moi, je lui disais, va photographier ton frère. Elle a photographié la plante verte, les dessins que sa nounou a mis au mur. C'est hyper intéressant pour voir sa poésie intérieure, sa vision du monde. Exactement, on en revient à ça. Les enfants, ils aiment la photo ou pas. Ma fille, elle a, tu sais, un appareil photo rose numérique. Ouais. Et quand on regarde ses photos avec mon mari, on est mort de rire parce qu'on voit sa vision, qu'est-ce qui l'intéresse. Elle prend mon chien de dos parce qu'elle voit sa petite queue. Enfin, c'est très rigolo. Non, mais c'est incroyable. Tu vois, on parlait de la philosophie, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Mais en fait, tu te rends compte que des fois, même ton regard professionnel, entre guillemets, te fait passer à côté de tellement de choses et qu'un regard d'enfant neuf et naïf va te dire, moi, ce qui est important dans ma vie, c'est mon petit frère qui a acheté un nouveau sac à dos que j'ai pris en photo. C'est la plante verte qu'on a installée, c'est eux qui l'arrosent, tu vois. Donc, c'est son truc. Voilà, on reparle de poésie intérieure, mais finalement, des fois, il faut regarder très près de soi pour se rendre compte qu'il y en a beaucoup. Elle avait son appareil photo, elle a pris un vol pour la Corse cet été toute seule. Elle l'avait dans son sac à dos. Et en fait, elle l'a sorti et elle a fait des photos des gens. Et quand elle m'a montré, et tu vois, et moi, je l'inciterai jamais à faire de la photo. Elle a très envie de faire du piano, tout ça, mais je trouve que c'est vachement intéressant de se dire, c'est les gens qui l'ont intéressée autour. Elle m'a dit, tu vois, il y avait une petite fille à côté de moi, elle avait pris les gens en photo. C'est la pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre alors. Ça va. Si on parle de ton travail tes projets plus perso, moi j'ai vu en fait que tu as beaucoup de projets perso, c'est une des discussions qu'on a eues quand on a parlé d'enregistrer cet épisode. Tu as beaucoup de projets perso qui sont moins mis en avant dans ta communication, mais qui mettent beaucoup en avant ta créativité, notamment un projet qui s'appelle Be Lovely, sur le corps des femmes. Déjà, alors on reviendra un petit peu plus tard sur le fait que tu mets beaucoup plus en avant les portraits sur fond noir que le reste de ton travail et le pourquoi de ça. Mais j'aimerais bien du coup que tu nous parles un petit peu de ces projets-là. Alors, quand je me suis lancée en photo, je me suis dit il faut que je gagne de l'argent avec ce métier. C'était ma première idée, mon premier besoin. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des photos de famille, des photos corporate. Et en fait, ce qui a été mon déclencheur pour faire de l'artistique, je pensais avant le premier confinement que j'avais pas grand-chose à dire, pas grand-chose. Tu sais, un peu le syndrome de l'imposteur, on en parlait. Et le premier confinement m'a complètement mis au pied du mur et m'a obligée à créer un travail personnel. En fait, premier confinement, j'ai été très angoissée par le fait d'être enfermée, la maladie, la peur. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui l'ont très bien vécu. Pour moi, ça a été, j'étais en manque des gens que je rencontrais. Enfin, ça a été très, très isolé. Et j'avais ce projet avec une amie qui est une ancienne cliente, qui est devenue une amie, ma muse Laure Rollin, de créer un livre sur les femmes, avec des portraits de femmes et des textes, parce qu'elle est auteure, en plus d'être entrepreneuse. Et on s'était dit, oui, mais il faut qu'on trouve le fil conducteur, il faut qu'on avance. Et en fait, pendant le premier confinement, on s'est dit, on ne peut pas rester comme ça. Enfin, j'avais trop de choses à exprimer et je lui ai dit, j'aimerais créer quelque chose qui exprime la fin du monde. Et comment on va aller de la fin du monde à la création d'un nouveau monde. Et on s'est mis à créer, et il en est sorti un projet qui s'appelle Silence, qui parle un peu de la remise en question, de que si le monde s'effondre, pouvons-nous renaître avec lui? Comment aller chercher la lumière dans l'obscurité? Et je crois que j'étais tellement au pied du mur que j'avais besoin de créer pour aller mieux, et que c'est la première fois que je me suis autorisée à créer un projet personnel en me disant, peu importe ce que les autres en pensent, peu importe ce qu'il en advient, j'ai besoin de créer pour moi, pour extérioriser ce que je ressens. Ça, c'est le tout premier projet que tu as sorti personnel. Exactement, parce qu'avant, j'en faisais un petit peu, mais que je ne montrais pas. Et là, je me suis dit, ma vision du monde peut interroger ou intéresser des gens. Partageons-la. Et après, si ça n'a aucun écho, c'est pas important. C'est vraiment, je le fais pour moi.
On va voir que ça a eu un certain écho au final. Est-ce que le fait que ce soit une collaboration, ça t'a peut-être libéré quelque part? Ça t'a enlevé un peu de la pression que tu as pu ressentir avant? Je pense, parce que du coup, j'étais pas toute seule. On était dans une émulation. On a été faire un premier shooting dans un lieu désaffecté qui était un immeuble qui était en projet de démolition pour une reconstruction. Et c'était vraiment, pour ceux qui parcourront le livre, dans un endroit complètement délabré. Et on s'est dit qu'on allait imaginer comment le monde pouvait renaître. Est-ce que c'était la fin du monde? On a tellement aimé, on a tellement kiffé ce moment suspendu pendant le confinement et se dire on imagine la suite comme quand tu fais un livre ou un film. On a eu l'occasion de shooter dans le théâtre du gymnase vide. Enfin, je sais plus quelle était ta question, mais c'est qu'on a une vraie émulation artistique. Le fait que ce soit une collaboration, est-ce que ça t'a libéré? Ça nous a porté, et Laure Rollin, c'est une cliente qui est venue pour du corporate, et on a une vraie connexion. Et moi, je crois beaucoup à l'univers et aux rencontres, et je pense qu'on se connaissait dans une autre vie et qu'on finit de créer ensemble ce qu'on n'a jamais eu le temps d'aboutir dans une autre vie. On n'a pas besoin de se parler, on est toujours d'accord. Vous êtes retrouvés, quoi. Et aujourd'hui, quand elle écrit des textes sur mes photos, c'est comme si on était des vases communicants. Je pense que ça a été vraiment un déclencheur avec le confinement. Alors justement, puisqu'on parle d'elle, on parle toujours d'une image en particulier. On va parler d'une série il n'y a que 3 photos que j'ai vues sur ton Instagram. Tu as revisité Gainsbourg avec elle, justement. Et la première question, c'est d'où ça sort Gainsbourg? Pourquoi Gainsbourg? Ça fait 20 ans, 30 ans qu'il est mort, Gainsbourg? 30 ans, 91. Quand on a publié les photos, ça faisait 30 ans qu'il était mort. 30 ans tout rond. Et justement, le fait d'avoir une muse, parce que du coup, ça te permet de créer des choses, déjà parce que vous connaissez bien, puis elle est toujours dispo, toujours partante pour faire des projets. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là, nous expliquer le pourquoi? Donc j'imagine que j'ai répondu à la question en la posant. Mais voilà, qu'est-ce que c'est ce projet? Comment il a pris vie? Alors après Silence, on était dans une énergie créative et créatrice où on n'avait pas envie de s'arrêter. On s'est rendu compte en faisant la promotion de Silence qu'on avait du mal en tant que femme, qu'il y avait beaucoup de concours qui étaient réservés aux hommes, mais où c'était des hommes qui récompensaient des hommes. Et on a eu cette idée de créer, je fais un peu de digression, mais c'est pour expliquer le cheminement, de créer Édition 555 Créative pour aider les femmes dans leur énergie créative à oser montrer leur travail. La parenthèse est finie en fait. Avec Laure, on va y revenir après. Voilà, de toute façon, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de. C'est comme si c'était je sais pas comment on appelle ça, pas un puissant fond, mais et donc Gainsbourg, c'est venu d'une idée qui est encore un projet qu'on a commencé, qu'on n'a pas encore fini. On a plusieurs projets en cours en ce moment. On s'est dit si on revisitait l'histoire en transformant les grands hommes de l'histoire en femmes, comment le cours de l'histoire se serait déroulé. Je dis n'importe quoi, si Napoléon avait été une femme, on a fait des photos qu'on n'a pas encore montrées sur Hitler. Si Hitler avait été une femme, tu sais, Hitler, il avait... Voilà, et c'est des photos qu'on n'ose pas encore trop montrer parce que sortir de leur contexte, elles peuvent un peu choquer. Et dans les grands personnages qu'on aime beaucoup, Photo et Poétique, après il y a des gens qui n'aiment pas Gainsbourg et que c'était un personnage très controversé, on s'est dit si Gainsbourg avait été une femme, est-ce qu'il aurait eu le même succès? Est-ce qu'il aurait osé... Et donc on avait envie, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Gainsbourg, de mettre en avant ce personnage. On est parti avec une make-up, tout ça, et on a incarné ça. Et puis Laure est incroyable parce qu'elle n'a jamais pris de cours d'actrice, et on dirait qu'elle incarne le personnage et qu'elle est dans ma tête et qu'elle sait exactement, comme si on n'avait pas besoin de se parler pour créer. Et donc on les a montrés un peu comme ça en teasing, mais en fait on a un vrai projet même de livre avec les grands personnages de l'histoire. Si ça avait été des femmes, c'est pas de dire est-ce que ça aurait été mieux ou moins bien, mais ça aurait été différent. Ça aurait peut-être changé plein de choses dans l'histoire. Qu'est-ce que ça aurait impliqué dans l'histoire? Peut-être qu'Hitler, si ça avait été une femme, il n'aurait jamais été au pouvoir, et ça aurait pas été un militaire. Est-ce que peut-être il pouvait pas être reçu aux Beaux-Arts parce que de toute manière les femmes à l'époque n'étaient pas. Donc en fait c'est pareil, elle voudrait écrire des textes sur si on imagine de façon fantasmagorique des hommes puissants, comment l'histoire aurait été réécrite si ça avait été des femmes. Et c'est un sujet qui nous passionne. C'est marrant parce que tu vois, je savais pas tout ça, mais du coup c'est vachement plus profond au final que juste des portraits de Gainsbourg. Que juste des portraits de Gainsbourg, alors que les portraits en eux-mêmes déjà, je trouve, se suffisaient en fait, mais effectivement dans le cadre d'un projet beaucoup plus vaste. Ça peut et là, tu l'as vraiment en exclu, parce qu'on n'en a jamais parlé à personne. Voilà, maintenant vous allez être obligé de sortir. D'avancer. C'est ça aussi, c'est des fois il faut annoncer les choses pour se forcer à le faire, parce que tu vois, tu as peur de la polémique, parce que tu parles d'Hitler, quoi. Oui, les photos sont assez fortes, mais j'ose pas encore les montrer. Ouais, mais en fait, à un moment, il va falloir les sortir. Il faut qu'elles soient dans un projet global, mais effectivement, c'est
ça fait partie aussi du risque de la vie d'artiste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux, les polémiques vont beaucoup plus vite et je veux pas qu'on me prête des mauvaises intentions. Qu'on imagine des choses et je sais pas, qu'on valorise Hitler alors que c'est pas du tout le sujet. Et ce que j'aime beaucoup aussi aujourd'hui dans mes projets artistiques avec ma rencontre avec Laure, c'est que je trouve que des textes comme dans Silence de photopoésie, ça donne un autre sens. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui en parlait dans un épisode. Olivier Labon-Mattei qui disait qu'une photo doit être légendée. Et je trouve que, tu vois, quand tu racontes une histoire à côté, mais même les portraits de femmes que je fais à côté, j'aurais envie de raconter leur histoire. Je trouve qu'une photo sans histoire, ça n'a pas la même portée, on raconte pas la même chose. C'est pas la même histoire de toute façon. C'est artistique, c'est beau, mais c'est vrai que les portraits de Gainsbourg, là, on a fait du teasing sans trop raconter. Mais quand je te raconte ça, je trouve que ça n'a pas du tout le même sens que juste des caricatures de Gainsbourg en photo. En eux-mêmes, ils accrochent l'œil, mais c'est vrai que dans le contexte, c'est encore un petit peu différent. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Puis je suis content qu'on ait eu l'info. Maintenant, vous allez être obligé de sortir la suite. Et c'est vrai que mon obsession, elle porte toujours en fait sur la place de la femme. Et moi, je dis toujours aujourd'hui, je suis une féministe pour, pas contre. Mais c'est comment... Je pense que le plus grand empêchement de la femme aujourd'hui, c'est elle-même. Il y a des hommes forcément machos, misogynes, mais c'est très peu le cas quand même aujourd'hui. Et je pense que les femmes s'empêchent beaucoup toutes seules. En l'occurrence, oui, c'est quand on a peur du regard des autres, quand on s'arrête soi-même. Et c'est marrant parce que tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ta sœur l'artiste de la famille, donc du coup tu t'autorises pas à être l'artiste. Et finalement, je crois que la personne qui se met le plus de bâtons dans les roues, c'est soi-même en fait. Et que la vie elle est courte et que il n'est pas trop tard. Moi j'ai commencé la photo professionnelle à 34 ans et j'ai des fois des femmes qui me disent à 50 ans je suis trop vieille, mais en fait il est jamais trop tard. Tu sais, il y avait le photographe qui faisait des photos miniatures, là, le Marseillais, qui a commencé dans un club photo à 60 ans. Je ne sais plus son nom, je l'ai perdu, mais il a une carrière incroyable. On a fait un article sur lui, sur le blog, je crois, qui s'incrustait lui-même dans les... Il s'incrustait lui-même, il crée des miniatures, et en fait, il a commencé à 60 ans pour le plaisir, pour s'occuper à la retraite, et il a une carrière incroyable. Entre 60 ans et 80 ans, et je crois qu'il est décédé l'année dernière. Gilbert Garcin. J'avais perdu son nom. Donc C'était génial ce qu'il faisait. Donc on a fait une petite pause, le temps de retrouver de qui il s'agissait, mais il s'agit de Gilbert Garcin. Il y a un article extraordinaire de Valérie Servant sur le blog, parce que Valérie Servant, qui a été dans les 10 premiers épisodes de Dans l'œil du photographe, qui est une photographe exceptionnelle que je vous encourage à découvrir, écrit pour le blog une série d'articles qui s'appelle Une image vaut 1000 mots, dans laquelle elle va ressortir une image de l'œuvre d'un artiste. Et en l'occurrence, elle a fait un très bel article sur Gilbert Garcin, une photo qui s'appelle L'interdiction. Et je ne sais plus pourquoi on disait ça. Parce que je te disais qu'il n'était jamais trop tard pour se lancer et qu'il a commencé à faire de la photo pour le plaisir à 60 ans. Voilà, donc pour s'occuper à la retraite. Et au final, ça a fait... Il a une carrière incroyable. Il a vendu des œuvres dans des salons, je sais plus, dans des galeries d'art. Il n'est jamais trop tard pour trouver sa voix, en tout cas sa voix E et sa voix X. Et puis il n'est jamais trop tard pour partager. Moi, mon plus grand, pas regret, je ne sais pas comment dire, ma plus grande peur, c'est aujourd'hui de me dire je n'ai pas l'écho nécessaire, pas pour être connue, mais pour partager tout ce que j'ai à raconter. C'est pas ni prétentieux ni narcissique, c'est de me dire j'aimerais pouvoir, comme si j'avais une mission sur Terre et quelque chose, un message à délivrer, et j'ai peur de ne pas avoir assez de portée pour le faire. C'est ton rôle dans la vie, en Exactement. tout cas ta mission dans la vie, c'est de porter ce message. Alors justement, je pose toujours la question, quelle image tu voudrais qu'il reste de toi, du coup, dans les photos que tu as fait? Si tu sais que quand tu es Cartier-Bresson, il en reste une petite vingtaine. Quand tu es un très grand photographe, il en reste une. Quand tu es, la plupart des gens, il ne restera rien, très sincèrement. Mais toi, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton travail? Je pense que j'aimerais qu'on retienne de mon travail l'humanité et vraiment moi je pense que tout le monde est beau. Je vois que tout le monde est beau et je parle pas que de physiquement, mais je vois la lumière intérieure de chacun. C'est ma façon de percevoir les vibrations et de montrer aux gens que le monde est beau, mais pas le monde, pas physiquement. Qu'on peut voir de la beauté dans chaque chose et qu'il y a des gens qui ont le côté toujours pessimiste et toujours négatif et qu'en fait on peut voir de la beauté partout. La beauté est dans le regard. Et si j'avais une photo que j'aimerais qu'il reste, je pense que c'est la couverture du livre Silence qui exprime tout ce que je ressens de mon parcours, de dire que même on a tous des hauts et des bas et que même des fois au plus bas, en fait on peut trouver la lumière dans nous pour remonter. Si je reformule ce que tu viens de dire, en fait la beauté est dans le regard. Dans l'œil de la personne qui regarde. Exactement. Comme si tu avais des lunettes et que tu regardais différemment le monde et qu'il suffit, même dans des endroits moches, toi qui fais de la street, on peut voir des choses très belles. Je sais pas, un oiseau qui se pose sur une poubelle.
Ah oui, non, mais moi j'ai fait des portraits de mariés dans les rues parisiennes avec du monde qui passe autour d'eux parce que justement je trouvais ça joli. Et effectivement, il y a des gens qui accrochent pas du tout à cette esthétique-là. Et il y en a d'autres qui adorent, mais après, c'est à moi que ça doit plaire au départ. Oui, et puis si les mariés voient ces photos-là et viennent te chercher pour ça, en fait, je pense qu'il faut arrêter de se contraindre Parce qu'en fait, quand tu essaies de plaire à tout le monde, tu plais à personne. C'est ça. Et c'est ta vision du monde et c'est ta poésie. Et c'est pour ça qu'on est artiste aussi. Et quand tu fais ça, justement, les gens viennent te chercher pour cet œil-là. Et si tu te brides toi-même et que tu fais des choses que tu n'aimes pas en pensant que ça va plaire aux autres, bah finalement, tu te tires une balle dans le pied, non ? Et puis tu les fais jamais bien, en fait. Quand tu essaies de copier ou d'être quelqu'un d'autre, ça marche pas en vrai. Clairement. Du coup, ça va nous amener vers. On parlait un petit peu de plaire aux gens et de faire d'attirer des clients. On va parler un petit peu business maintenant. Aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale ? Alors, 90% de ma source de revenus principale, c'est les portraits corporate. En fait, je te dis, j'ai commencé à faire ça par hasard à mon studio quand j'ai ouvert mon premier studio en mai 2018 en me disant que ça allait remplir un peu les semaines. Et j'ai tellement aimé la rencontre avec l'autre que je me suis dit, c'est intéressant, je vais développer. Et puis j'ai commencé à me dire, j'aime bien le noir, pourquoi je ne ferais pas de la couleur ? Parce que j'aime la lumière et je pense la poursuite de danse ou du pianiste, de l'artiste. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qui remplit mes semaines et qui me permet de me faire plaisir à côté un peu avec l'artistique. D'accord. Alors c'était justement une des discussions qu'on a eues quand on s'est rencontrés. Tu as longtemps basé ta communication essentiellement sur ces portraits-là. Du coup, c'était ça la logique, c'était de dire j'ai besoin de remplir l'agenda et c'est ce que j'aime faire. Et du coup, on va pas se disperser. Avant, je montrais un peu de tout. Pareil, j'avais pas de patte, j'avais une vraie patte pour la famille, mais qui ressemble un peu à plein d'autres photographes de famille. Et quand j'ai commencé à partager mes photos sur fond noir avec mon set de lumière, il y a plein de gens qui m'ont dit ces photos sont incroyables. Enfin, j'ai senti qu'il y avait une appétence, un écho chez les gens. Ouais. Et qu'encore aujourd'hui, des fois, quand je photographie des gens qui ont l'habitude d'être photographiés, j'ai eu le plaisir de photographier Alexandra Lamy, et plus récemment d'autres personnes, et ils me disent la lumière est juste dingue, alors que moi je suis pas du tout une technicienne. Ouais. Et je me rends compte que je sais pas, c'est comme si ça mettait tellement en valeur la personne, donc il y a un vrai écho positif, un vrai, je sais pas comment dire, un attrait pour les gens. Donc j'ai commencé à me dire je crois que j'ai trouvé ma signature, en tout cas pour ce type de portrait. Allons-y franco, communiquons là-dessus pour que ça attire des clients. Et aujourd'hui, c'est vrai, comme j'ai un bouche à oreille qui fonctionne bien et une bonne visibilité, je me permets de montrer autre chose depuis silence. Maintenant, c'est installé en fait. Exactement. T'as pris le temps d'installer ça quand je dis j'ai ma routine, j'ai ma signature et les gens viennent me voir pour ça. Mais tu as pris le temps d'installer ça, maintenant qu'on sait que ça c'est toi, tu peux te permettre de partager des choses un peu plus variées maintenant ? Exactement, et comme j'étais dans la com avant et que j'étais dans l'image déjà, je me rends compte que ça soit des chanteurs ou des photographes, quand je vois des photographes des fois qui ont des traitements photos très différents et ça peut être très beau mais tu reconnais pas leur style. Ouais. Et moi j'avais besoin, avec Lovely Family, ma partie famille, on reconnaissait bien mon style mais pas trop dans les cadrages, et avec ces photos-là, tout le monde me dit on sait exactement que c'est toi. Parce on la voit passer, on sait que c'est toi. Ouais. Il y a des gens qui font comme moi et j'ai rien inventé, j'ai pas cette prétention, mais les gens me disent t'as une patte, t'as quelque chose. Enfin, c'est difficile de s'en rendre compte parce que j'ai l'impression de faire des portraits sur fond noir en lumière. Enfin, je fais rien d'extraordinaire, mais les gens viennent me voir pour ça en me disant j'ai essayé de voir d'autres photographes, ils font pas exactement la même chose. Enfin, encore le syndrome de l'imposteur. Non mais tu vois, c'est ce qu'on disait. Il y a plein de il y a plein de très bons photographes. Il y a plein de photographes que j'admire où je me dis j'ai pas du tout le niveau. Enfin, je sais qu'aujourd'hui je fais un travail qui plaît, qui est propre et que je prends beaucoup de plaisir et que je pense que c'est la connexion à l'autre qui me fait venir des clients aussi. Je partage beaucoup sur LinkedIn, sur Instagram j'ai des comptes séparés. Mais sur LinkedIn, j'essaye beaucoup de partager mon histoire, mon ressenti. J'ai fait un post sur ma grand-mère qui nous a quittés en avril. Ouais. Et je me suis longtemps posé la question en me disant je ne veux pas étaler mon deuil, faire du larmoyant. Et en fait, je voulais juste lui rendre hommage parce que c'est mon amour des gens. Je pense que ça vient de ma grand-mère. Ouais. Tu vois, je suis émue quand j'en parle. Et que je me disais que ça plaise aux gens ou pas, c'est ce que je suis et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est aussi mon pourquoi. Ça faisait pas larmoyant. Non mais tu sais, t'hésites toujours à te dire je veux pas étaler et puis faire pas créer de la pitié, je trouve pas le mot, mais je me suis dit c'est un peu personnel et en fait je me disais en fait c'est pas jouer sur le deuil pour gagner des clients, c'est juste rendre hommage à ma grand-mère et l'écrire dans le marbre. Et il y a plein de gens qui m'ont dit j'étais tellement touchée par votre texte sur votre grand-mère et je pense que quand on est authentique et sincère, c'est là que tout se déroule et tout est facile. J'avais noté aussi, et tu m'as dit que c'était assez récent finalement, tu as engagé une retoucheuse pour tes portraits.
Oui, parce que depuis mon livre Silence, j'ai très envie de consacrer du temps à l'artistique. Ouais. Et j'ai la chance de ne pas avoir trop le temps parce que j'ai pas mal de séances corporate. Et j'ai des séances, j'ai de la retouche, j'ai de répondre à des devis, Ça à prend des du mails. temps, ouais. Ça prend beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je suis très frustrée de ne pas avoir de temps. Et c'est quelqu'un que j'ai formé et qui a vraiment ma patte et que je revérifie derrière. Ouais. Et pour moi, je me disais, j'ai pas de valeur ajoutée. Mon preset, il est créé, ma patte, elle est là. C'est toujours, même dans mes cadrages, la retoucheuse, maintenant, c'est exactement si on met beaucoup de matière au-dessus de la tête ou pas. Enfin, elle en est au millimètre près. Et donc, je pense que c'est intéressant pour moi déjà de former des gens, de partager mon expérience. C'est quelqu'un que j'ai formé pendant 3 mois au studio et qui vient régulièrement au studio avec moi. Et de me dire, les clients, je me concentre sur vraiment l'énergie que je vais mettre dans chaque séance. Parce qu'il y a des jours où je suis plus fatiguée que d'autres, comme tout le monde. Et pour moi, chaque client est unique. Et chaque expérience doit être incroyable. La personne, elle doit avoir l'impression que qu'elle est la seule personne qui est venue dans mon studio de tout le mois de septembre. Enfin, donc tu te concentres sur l'essentiel, en fait. Exactement. Et je veux garder du temps pour me concentrer sur mes projets artistiques. Et là, au mois de septembre, tu vois, j'ai pas eu beaucoup de temps. Et je me dis, c'est vraiment important de savoir déléguer des fois pour... pas pour ni pour gagner plus d'argent, ni pour grossir, mais pour moi me dire je veux prendre du plaisir à créer des choses que j'ai à dire et à montrer. D'accord. Donc ça te permet de te concentrer vraiment sur l'essentiel. On a parlé un petit peu de ton livre un petit peu plus tôt. On a dit qu'il avait été un tout petit peu plus loin que ce qui était prévu au départ quand tu as commencé à faire les premières photos. Donc c'est effectivement, je ne sais pas si le livre était prévu au départ. Pas du tout. Le premier shooting, on l'a fait pour s'amuser. D'accord. Et dès la fin du premier shooting, on s'est dit il faut faire un livre. Comme on avait déjà cette envie de livre avec Laure, de créer quelque chose de photo poétique, on s'est dit bon allez on y va, on a tellement de choses à dire, tellement de choses à montrer que on y va. Vous avez été, donc ce livre est finalement devenu une exposition aussi. Ça a été vachement plus loin que ce qui était prévu. Du coup, tu le disais, c'est le confinement un peu qui vous a libéré sur ce thème-là. Oui, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question sur leur chemin personnel et je pense que tout le monde a eu une urgence de faire quelque chose qui était important pour lui. Et là, je me suis dit, on n'a plus le temps, on ne sait pas de quoi est fait demain, allons-y. Et je pense qu'on l'a créé, quand je dis sans ambition, c'est pas qu'on n'avait pas d'ambition pour ce projet, mais en se disant, on fait tout exactement comme on aime. Donc on l'auto-édite. Pourquoi ? Déjà parce que prendre un éditeur, ça prend du temps d'en trouver un. Et qu'on avait une urgence, on l'a commencé le premier shooting le 8 avril. On l'a imprimé le 1er septembre. Donc je ne sais pas si tu imagines, il y a 120 pages. Et que ça a été une énergie créative comme si on était dans un flux qu'on ne pouvait plus arrêter. Et on voulait l'auto-éditer pour faire exactement ce qu'on voulait. Comment ça se passe, l'auto-édition ? Alors l'auto-édition, c'est un plaisir parce que tu crées tout seul. Et en même temps, c'est beaucoup de contraintes parce que tu n'as personne pour t'accompagner. Et puis tu vois, on a essayé de le vendre dans des librairies, de le mettre... on en a vendu 150 quand même, donc c'est quand même... c'est bien. On est plutôt fiers. Pour l'auto-édition, autopromotion... Voilà. On a eu une belle expo à la mairie de Levallois et on devait exposer à d'autres endroits. Et en fait, avec le confinement de novembre, ça s'est arrêté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu en pause de silence. Je ne sais plus pourquoi je te disais ça, parce qu'on s'est retrouvé confronté, toujours pareil, à des réponses académiques où quand on a voulu le présenter dans des librairies, il y a des gens qui nous ont dit non, mais nous, on vend des livres photos ou des livres de poésie. On ne vend pas des livres photos poétiques. Ça ne se fait pas. Et c'est là, je crois aussi, qu'a émergé l'idée de 555, enfin édition 555 créative, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui décident qu'on ne peut pas participer à un concours quand on a commencé la photo à 35 ans, qu'est-ce qui décide de ces gens qu'on ne peut pas faire un livre de photo-poésie ? Je me rends compte aussi aujourd'hui que quand tu veux participer à des concours, il y a beaucoup de concours pour des moins de 35 ans, tu sais, des jeunes créateurs, des jeunes... et qu'en fait, tu peux être jeune créateur à 40 ans et qu'il n'y a pas de place... Enfin, il n'y a pas de... T'as pas de case. Il n'y a pas une case pour toi, en fait. Et on avait l'impression de ne pas rentrer dans des cases et on s'est dit, aujourd'hui, il faut qu'on réinvente le monde. Et en vrai, moi, mon vrai rêve, ça serait aujourd'hui, si j'imagine dans 5 ans, ça serait de créer une résidence pour artistes où on va... Parce que tu sais, quand tu es artiste, tu es souvent tout seul. Et encore plus les femmes qui n'osent pas montrer. Enfin, je ne dis pas que les hommes osent, mais créer un lieu comme ça où il y ait une émulation, où il y ait des rencontres, parce que tu vois, faire un livre de photo-poésie, c'est pas du tout une évidence. Ouais, c'est clair. Et c'est vraiment une rencontre, et elle m'a fait re-aimer la poésie que j'avais complètement oubliée. J'ai relu du Prévert, du Baudelaire, et c'est redonner goût aux gens. Il y a des gens qui nous ont dit, moi qui n'aimais pas trop la poésie, dans votre livre, j'ai compris le sens de la photo associée à la poésie. C'est d'être capable de lever certaines barrières, en fait, au final. Qu'on se met tout seul. Qu'on se met seul, ou que les autres essaient de nous mettre, et puis qui n'ont pas de sens, finalement. Donc c'était une aventure incroyable, et on est fiers de l'avoir sortie en si peu de temps. Et aujourd'hui, tu vois, pareil, moi je suis un peu comme toi, je pense, je regarde toujours devant.
c'est rare que je regarde dans le rétroviseur et des fois, quand j'amène un exemplaire à quelqu'un, je le regarde et je me dis, mais en fait, j'ai fait ça. Ouais. J'ai fait un livre. Ouais, c'est une fierté. C'est incroyable. Justement, tu parlais t'as embrayé sur les éditions 555 créatives et je trouve que c'est une très bonne transition. Donc, c'est né suite au livre, c'est né suite aux barrières qu'on a voulu te mettre, c'est né de l'envie de peut-être ouvrir des portes aux autres. C'est quoi l'objectif de ça? Alors, je crois que l'objectif qu'on s'était fixé avec Laure, c'était une envie de partager, de transmettre l'énergie, de s'autoriser à faire. Et qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont des métiers marketing et qui, à côté de ça, créent, ça peut être de la peinture, ça peut être du collage. Moi, je me suis mis au collage pendant le confinement, j'ai adoré. Et en fait, c'est aussi pour dire aux femmes, on n'est pas dans des cases. Moi, je fais de la photo. Si tout d'un coup, aujourd'hui, j'ai envie de faire du collage, même pas pour le montrer ou pour le vendre, mais on peut s'exprimer, s'autoriser à s'exprimer artistiquement. Ça a un sens, comme la poésie intérieure, c'est de te dire, j'ai des choses à dire, j'ai des choses que je ressens et que je peux partager. Ouais. Et il y a un côté aussi très libérateur et de dire, arrêtez d'avoir le syndrome de l'imposteur. Donc en vrai, là, on a un peu mis sur pause parce que Laure elle vient d'accoucher d'un petit bébé en juillet. Mais on a envie de créer des rencontres. Avec Édition 555 aussi, il y a le prétexte, comme toi avec le podcast sûrement, d'interviewer des femmes incroyables avec des parcours et de partager ça avec d'autres femmes pour leur montrer qu'on peut commencer à n'importe quel âge, qu'on peut faire comme on veut, qu'on a le droit et qu'on peut aussi le faire juste pour le plaisir, pas pour gagner d'argent et pour s'inspirer et pour se libérer de choses comme je l'ai fait pendant le premier confinement. Alors c'est amusant parce qu'en fait moi je l'ai lu un petit peu du coup le blog qui a priori ne s'adresse pas à moi. La première cible c'est clairement pas moi, mais du coup moi j'ai été creuser un petit peu pour pouvoir en parler. Et ce qui est très drôle, c'est que moi qui suis papa de 2 jeunes enfants qui travaillent à la maison, finalement, j'ai retrouvé des choses qui me parlaient. Je n'allais pas dire qui me concernaient, mais qui me parlaient en tout cas. C'est clairement pas l'angle d'attaque sur une cible comme moi, mais finalement, être créatif avec ses enfants et comment gérer cette partie de la vie, ça m'a vachement parlé. Du coup, j'ai envie presque d'encourager les autres hommes à aller voir à quoi ça ressemble, parce que au pire, vous allez apprendre des choses sur un sujet qui ne vous parleront pas. Sur des femmes artistes qui sont intéressantes, qui ont un parcours intéressant. Que vous n'auriez pas découvert forcément comme ça. Et puis peut-être que vous allez trouver aussi des réponses, finalement, parce que c'est l'homme au foyer, entre guillemets. Je ne me considère pas comme un homme au foyer, je me considère que j'ai juste mon bureau à la maison, mais je me rends compte dans le regard des gens que je suis un homme au foyer, en tout cas. Tu rencontres aussi des limites comme ça et je pense que les gens qui ont envie de lever des barrières, bizarrement, et même si c'est pas leur intention, le font pour tout le monde souvent. Et c'est vrai que je pense que la première idée, effectivement, alors c'est effectivement un blog qui s'adresse en priorité aux femmes, mais c'est de lever les barrières et de se dire on est libre de faire ce qu'on veut et que les contraintes, on se les met toutes seules. Ouais. Mais ça parle à tout le monde au final. Moi, quand on reparle de ma sœur artiste, je sais pas dessiner. Moi, clairement, je suis pas douée en dessin. J'aurais adoré savoir faire des portraits en dessin. Pendant le confinement, je me suis dit, j'avais essayé de la peinture, du collage, et je me suis dit, ça va être moche, que je vais faire parce que je suis nulle, parce que je sais pas dessiner. Et en fait, j'ai trouvé un vrai plaisir à créer des collages avec ma fille en me disant, je laisse l'inspiration sans réfléchir et sans jugement parce que personne ne va les voir. Et j'ai trouvé beaucoup de plaisir et j'ai créé des choses plutôt jolies dont je suis plutôt fière. D'ailleurs, si tu regardes les dessins d'enfants, c'est sans aucune prétention et c'est sans aucune. Et souvent, ils ont une patte inimitable. Enfin, un dessin de ma fille, je le reconnais entre mille quand ils sont accrochés. Sur tu sais, à l'école, quand tu arrives dans la classe et qu'ils sont tous accrochés au mur, je peux pointer celui de ma fille au premier regard, quoi. Oui, puis quand t'es petit, tu fais des dessins, personne te dit c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Ouais. Bon, à part les bonhommes où il faut montrer que t'es structuré, que tu fais des pieds, des bras, des jambes. c'est ça. Voilà. Mais on te dit pas faut mettre du rouge ou du vert, enfin il n'y a pas de contrainte. C'est dommage qu'on n'ait pas ça quand on est adulte. Et je pense qu'il faut qu'on cultive, c'est toujours le même sujet, la poésie intérieure, mais notre enfant intérieur. Moi aujourd'hui, je me dis, alors j'ai la chance d'exercer un métier qui est pas sérieux mais que je fais sérieusement et je pense que je suis restée et que je m'autorise à écouter mon enfant intérieur sur mes émotions et sur ce que j'ai envie de faire dans la vie. Ça, c'est important. Sur ta communication, alors on a déjà parlé de ce que tu as mis en avant et tout, mais il y a une autre chose que tu mets en avant et tu es une des rares photographes que j'ai vu faire ça. Je crois que c'est souvent les portraitistes d'ailleurs qui comprennent l'importance du portrait. T'es une des rares photographes qui exploite réellement son image en photo, c'est-à-dire que tu fais des portraits avec d'autres photographes et tu les publies et on te voit en fait avec des regards autres que le tien. La plupart des photographes se prennent en photo dans un miroir avec leur appareil photo en général ou se mettent un peu en scène, mais se prennent en photo eux-mêmes. Je pense que c'est pas
c'est un moyen d'expression et c'est pas quelque chose dont il faut abuser en fait. Toi, tu fais l'inverse, c'est-à-dire que tu vas voir d'autres photographes pour te faire tirer le portrait et tu les mets beaucoup en avant. Alors moi, comme tous les photographes, je me détestais en photo. Je pense qu'il y a aussi se cacher derrière l'appareil photo. Et j'ai ressenti le besoin de faire mon premier portrait avec une photographe quand je venais d'accoucher de ma fille, je venais de me lancer. Ouais. Et je me suis dit, c'est important de marquer ce moment pour moi en tant que femme où je ne suis pas que l'épouse d'eux, je ne suis pas que la maman d'eux, je suis photographe, je suis tout ça. Et j'ai envie de me voir, j'avais, 34 ou 35 ans. Ouais. Et donc j'avais fait ça avec Carole J Photographie. Et je m'étais dit, déjà, je me trouve très belle sur les photos sans prétention, mais je me disais, l'image que je renvoie est plutôt sympa et c'est bien de les partager avec les gens. Et aujourd'hui, quand je dis aux gens, venez faire des portraits, détendez-vous, ça va bien se passer, je suis là pour vous accompagner, je vais révéler qui vous êtes, et qui me disent, oui, mais j'ai peur, et si ça se passe pas bien, et si je suis pas photogénique. Et je me dis, je peux pas dire ça aux gens, et pas moi me revivre leur position. Chaque année, je vais chez le photographe, et chaque année, je me dis, ah là là, j'ai un petit peu grossi, ah, j'ai des rides, ah, mais si je suis pas à l'aise, et comment je vais m'habiller ? Et chaque année, je me remets dans la position de mes clients. Et chaque année, je me vois vieillir et je vois des choses différentes dans mon regard. Et je trouve que c'est pas comme aller voir un psy, mais tu vois, il y a vraiment un arrêt sur image. Il y a vraiment... Ça te permet... Tu sais, j'ai fait une vidéo l'autre jour pour mon studio. Ouais. Je me suis vue sur la vidéo et je crois que c'est là que j'ai réalisé tout le chemin parcouru. Et que j'ai eu les larmes aux yeux en le découvrant. Je trouve qu'on se voit... On se voit pas de l'extérieur, en fait. Et puis, on s'arrête jamais. Moi, je suis toujours en train de me dire c'est quoi l'étape d'après. Je suis toujours en train de me motiver, de me remettre en question. Et là, quand même, ça permet de se dire ah oui, quand même. Et souvent, les gens me disent, quand ils repartent avec leur portrait, que c'est bien plus qu'un portrait. Ouais. J'avais eu ça à une époque où j'avais beaucoup maigri. Et un jour, je me suis vu en reflet sans me reconnaître. Je sais pas si tu vois, tu sais, tu passes devant une vitre, tu vois ton reflet, tu vois ta silhouette et tu te reconnais pas. Et c'est là que tu te rends compte en fait que tu ressembles pas à l'image que tu as dans ta tête. Tu sais, comme les anorexies qui souffrent de dysmorphophobie, je crois. On se voit pas, c'est-à-dire qu'elles se voient grosses alors qu'elles sont maigres comme tout et trop maigres. Si tu leur montres une photo d'elles-mêmes sans leur dire que c'est elles, des fois elles se reconnaissent pas quoi. Je sais pas si tu avais vu la photographe qui est décédée d'ailleurs, qui était anorexique, qui se faisait des autoportraits. Non, j'ai pas vu ça. Qui disait, je sais pas, c'était une Suédoise, je te retrouverai le nom pour le mettre dans les notes de l'épisode, c'était que des autoportraits. Et elle disait qu'elle se rendait compte qu'elle était malade, elle était d'une maigreur extrême, elle en est décédée. Et elle mettait toute sa poésie et ça m'a beaucoup inspirée, je pense, je l'avais découverte avant Silence. Et je pense qu'il y a beaucoup d'elle dans Silence. Parce que Laure, en fait, quand je la prends en photo, c'est presque des autoportraits. Il y a ma folie, il y a mes angoisses, il y a ma joie, il y a C'est ça une muse, mes émotions. C'est quelqu'un qui exprime tout ce que tu as à dire, finalement. Oui, et puis au-delà de ça, Laure, on ne se ressemble pas parce qu'elle est grande et blonde et moi je suis petite et brune. Mais on a plein de choses en commun dans notre vie de famille que j'évoquerai pas ici, qui fait qu'on est sur des mêmes vibrations et des mêmes ressentis, qu'on n'a pas besoin de se parler. Okay. Et donc, moi, j'exprime ce qu'elle pense en photo qu'elle ne peut pas exprimer, et elle, dans ses attitudes et dans ce qu'on crée ensemble, il y a une espèce d'aspect thérapeutique qui nous permet d'avancer aussi, et qui nous permet de regarder et prendre de la hauteur un peu sur ce qu'on ressent. On arrive à la dernière question de ce côté business. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui ? Quand je me suis lancée, je quittais un poste dans les assurances où j'avais un très bon salaire, pour une femme en plus, et j'avais peur de jamais gagner la même chose, et je m'étais dit c'est pas grave, je ne veux pas être photographe pour gagner la même chose, mais pour avoir une belle vie. Et aujourd'hui j'ai le même salaire que dans les assurances. Donc oui, je gagne bien ma vie, je gagne bien ma vie, tout est relatif, on n'a pas tous la même vision, mais j'en vis et vraiment j'ai pas de soucis de ce côté-là. Et c'est peut-être pour ça que je me permets de créer de l'artistique aujourd'hui, que je m'autorise. C'est que tu as fait ce que tu avais à faire niveau travail. Parce que j'avais un peu le syndrome aussi de me dire, voilà, je viens de me marier, tout le monde va croire que je veux être photographe, un peu comme une femme au foyer qui va s'occuper. Ouais. Et donc j'ai travaillé, jusqu'au jour où j'ai dit à un ami de mon mari, je voulais vraiment avoir la reconnaissance de sa famille et des amis pour leur montrer que j'étais pas femme d'eux. Ouais. Et il me dit, non mais je crois que c'est bon, c'est pas la peine de continuer, c'est de trouver ça, c'est installé, c'est bon. C'est bon, maintenant tu peux faire des choses un peu plus ça m'a autorisé, tu sais, il y a des phrases importantes qui résonnent. Et c'est comme si ça m'avait libéré d'un poids aussi. Il y a de temps en temps un truc qui s'accroche dans ta tête et qui fait écho et qui te fait avancer sur un autre trajet. C'est clair. On arrive à la conclusion de l'épisode et tu savais pas au moment où on a commencé à enregistrer la réponse à cette question-là. Bizarrement, pour les gens qui écoutent, c'est rigolo parce que c'est toujours ceux qui écoutent qui ont le plus de mal à répondre à cette question. C'est quoi le pire moment de ta carrière ? Je pense que c'était un de mes premiers portraits. Je raconte souvent cette anecdote. Un cousin de mon mari qui me dit « Est-ce que tu fais des books photos pour mannequins ?» Et je dis « Oui, bien sûr. » Je prenais tout ce qui venait.
Et je me disais, bon, en plus, un mec, il veut être mannequin, il va être beau, il va être... Il arrive chez moi dans mon salon. À l'époque, j'avais pas de studio. Et c'était un beau brun, les yeux verts, musclé. Et là, je me suis dit, ça va être easy, ça va être hyper facile. Et je commence à le prendre en photo. Et en fait, je regarde sur mon écran et je me dis, mais je le rends moche alors qu'il est beau. Mais comment c'est possible ? C'est la première fois que je réalisais qu'effectivement, c'était pas que de la technique. Et je transpirais de l'intérieur et je me disais, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lui dis de repartir chez lui et que je suis nulle et que je sais pas faire ? Ou est-ce que je continue et j'ai fini par le tourner dans tous les sens. Et j'ai fini par faire des beaux portraits. Et il a été pris chez Elite à Tel Aviv. Ouais. Mais c'était un moment d'angoisse et d'inconfort assez terrible. C'est comme ça qu'on grandit, non ? Oui. Et puis de se dire, moi j'ai toujours cette... même au fond du plus sombre, je me dis toujours, je peux taper du pied à remonter. Et là, je me suis dit, je peux pas lui dire que je sais pas faire, c'est la honte. Ouais. Donc toujours l'audace et toujours me dire que je vais trouver une solution et que je vais y arriver. Continue à avancer en tout cas. Exactement. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière ? Je pense clairement que c'est la sortie de mon livre Silence. Ouais. Une immense fierté de l'avoir fait et puis de me dire j'ai sorti un livre. Tu sais, dans une vie, on dit il faut faire 3 choses. Je sais plus ce que c'est les 2 autres, mais je crois qu'il faut avoir planté un arbre, sorti un livre et faire des enfants, je crois. Il y a une histoire de philosophie pour avoir réussi ta vie. C'est ces 3 piliers. Mais j'ai pas encore planté d'arbre. Non. T'es sûr ? Non, pourtant j'ai 41 ans, mais j'ai toujours pas de Rolex. T'as jusqu'à 50 ans. Ah, ça va alors. Encore 9 ans pour t'acheter une Rolex. Ou une Apple Watch en or massif, si tu préfères. Ça existe ? Je savais même pas ça a existé, mais je crois que ça n'existe plus. Dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Alors moi, j'ai 2 photographes que je suis depuis des années, que j'adore, dont je ne me lasse pas de leur travail. C'est Juliette Jourdain, que j'ai d'ailleurs interviewée pour édition 555 Créatif, qui fait des autoportraits. Et elle te racontera si tu l'interviews, mais elle n'a pas commencé les autoportraits par hasard, c'est des autoportraits créatifs. Et j'adore aussi le travail de Laurence Revol, qui fait des portraits très incarnés, rarement en studio, et qui est une ancienne, comment on appelle ça, DA. Et qui, dans ses portraits, utilise beaucoup les lignes, les matières, et qui pense que le décor est un invité à part entière dans le portrait. Donc c'est un peu l'opposé de ce que je fais en studio, justement, et ça m'intéresse beaucoup. Ça peut être très intéressant, justement, même pour des apprentis photographes qui voudraient découvrir ce genre de choses, parce que la plupart des photographes débutants commencent en s'intéressant qu'à leur sujet, à pas ce qu'il y a autour. Et je pense que c'est quand on commence aussi à s'intéresser à l'arrière-plan et à tout ce qui entoure le sujet qu'on commence à raconter des vraies belles histoires, quoi. Et puis moi, j'aime des choses très différentes de ce que je fais aussi. Je trouve que ça te nourrit, comme les films, comme les livres. Donc, il ne faut pas hésiter à aller s'intéresser à des gens qui ne sont pas dans le circuit du mariage, du portrait, qui font des choses très différentes. C'est le postulat du podcast au départ. On peut toujours apprendre de gens qui sont très différents de nous et de thèmes qui ne nous intéressaient pas a priori au départ. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur Instagram. J'ai quelques comptes. Vous regardez Amélie Marceau que vous allez trouver. J'ai le compte avec les portraits corporate. Et j'ai aussi le compte avec les portraits plus artistiques, plus personnels. Et après, je communique pas mal sur LinkedIn aussi, où je raconte pas mal de choses, où je fais un mix un peu de toutes mes communications. Et bien sûr, j'ai un site corporate et j'ai un site artistique. D'accord, on va mettre les liens de toute façon. Parce que c'est des noms un peu longs, c'est pas très... Je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode. Et puis, tu as le studio aussi ? Oui, j'ai mon studio qui est rue Jouffroy-d'Abord dans le 17e, où je serais ravie de vous accueillir pour un café. J'imagine qu'on n'arrive pas en toquant à la porte comme ça. Non. Il faut prendre rendez-vous, mais du coup, il y aura le site internet pour avoir tous les renseignements qui sera dans les notes d'épisode. Il me reste à te remercier. Merci à toi, Julien, pour l'invitation. J'étais ravie. Merci d'être venu et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.